La fermeture du détroit d'Ormuz constitue l'un des gestes géopolitiques les plus lourds de conséquences dans le système international contemporain. Ce passage maritime étroit, reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, voit transiter environ un tiers du pétrole mondial transporté par voie maritime. Sa sécurisation est donc essentielle non seulement pour les États riverains, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale. Dans ce contexte, la décision de l'Iran de refermer le détroit, à peine un jour après une première tentative d'ouverture, marque une rupture brutale et une montée significative des tensions. Cette décision intervient dans un climat déjà fortement dégradé, alimenté par la mise en place d'un blocus maritime américain visant à limiter les exportations iraniennes et à exercer une pression stratégique maximale. Téhéran, percevant cette initiative comme une atteinte directe à sa souveraineté et à ses intérêts vitaux, réagit en adoptant une posture de confrontation. Les corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, piliers de la stratégie militaire iranienne, prennent alors le contrôle opérationnel de la zone et imposent une logique de dissuasion agressive. Par voie radio, les forces iraniennes diffusent un message sans ambiguïté à l'ensemble du trafic maritime: tout navire pénétrant dans la zone est désormais considéré comme une cible potentielle tant que le blocus n'est pas levé. Cette déclaration, à la fois stratégique et psychologique, vise à instaurer un climat de peur et d'incertitude. Elle traduit également un changement de doctrine, passant d'une posture défensive à une stratégie d'intimidation directe, assumée et visible à l'échelle internationale. Les conséquences de cette annonce sont immédiates. Plusieurs navires commerciaux, notamment des pétroliers, modifient en urgence leur trajectoire pour éviter la zone de danger, certains se redirigeant vers les côtes du sultanat d'Oman. Cette réaction en chaîne illustre la sensibilité extrême des routes énergétiques mondiales et la rapidité avec laquelle un incident localisé peut produire des effets systémiques. Les marchés énergétiques, bien que non mentionnés explicitement, sont également susceptibles de réagir par une hausse des prix, alimentée par les craintes de rupture d'approvisionnement. Dans ce climat chaotique, des incidents armés viennent aggraver la situation. Des unités navales iraniennes, notamment des vedettes rapides, ouvrent le feu sur plusieurs navires commerciaux. L'absence d'avertissement préalable dans certains cas renforce l'impression d'imprévisibilité et de danger immédiat. Ces actions ne relèvent pas uniquement d'une logique militaire, mais s'inscrivent aussi dans une stratégie asymétrique visant à compenser l'infériorité conventionnelle de l'Iran face à la puissance navale américaine. Ainsi, la fermeture du détroit d'Ormuz ne doit pas être perçue comme un simple acte tactique, mais comme un levier stratégique majeur. Elle permet à l'Iran de rappeler son rôle incontournable dans l'équilibre énergétique mondial tout en testant les limites de la réponse internationale. Toutefois, cette manœuvre comporte des risques considérables. En cherchant à exercer une pression maximale, Téhéran s'expose à une escalade incontrôlable, susceptible de transformer une crise régionale en confrontation ouverte entre grandes puissances. En définitive, ce premier chapitre met en lumière un enchaînement rapide d'actions et de réactions où chaque décision amplifie la suivante. La fermeture du détroit agit comme un catalyseur, révélant à la fois la fragilité des équilibres géopolitiques et l'importance cruciale de ce corridor maritime dans l'ordre mondial. Face à la fermeture du détroit d'Ormuz et aux menaces explicites proférées contre la navigation internationale, les États-Unis décident de passer d'une posture de dissuasion à une action directe et démonstrative. L'objectif n'est plus seulement de contenir la crise, mais de réaffirmer concrètement la liberté de navigation, principe fondamental du droit maritime international. Cette transition marque un tournant, la confrontation quitte le registre déclaratif pour entrer dans celui de l'engagement opérationnel. L'événement déclencheur de cette nouvelle phase est l'interception d'un navire cargo iranien, identifié comme le MV Tuska, soupçonné d'activités illicites et déjà inscrit sur une liste de sanctions du département du Trésor des États-Unis. Alors que le bâtiment tente de rejoindre les eaux iraniennes en défiant le blocus en place, il est pris en charge par un destroyer américain de classe Harlech-Burke Class Destroyer, un type de navire conçu pour la guerre multidomaine et équipé de systèmes d'armes avancés. Pendant plusieurs heures, les forces américaines tentent une désescalade contrôlée. Des avertissements radio répétés sont adressés à l'équipage du cargo, lui demandant de modifier sa trajectoire et de se soumettre à une inspection. Cette phase est cruciale, elle permet aux États-Unis de démontrer qu'ils respectent les procédures internationales avant tout recours à la force. Cependant, face au refus persistant du navire d'obtempérer, la situation bascule. L'intervention devient alors coercitive. Le destroyer américain ouvre le feu de manière ciblée, utilisant son canon principal pour neutraliser le système de propulsion du cargo sans provoquer sa destruction totale. Cette action, précise et calculée, vise à immobiliser le navire tout en limitant les pertes humaines et les dommages collatéraux. Elle illustre la doctrine américaine d'usage proportionné de la force dans les opérations maritimes sensibles.
Une fois le navire immobilisé, une équipe de marine issue de la 31 Saint Marine Expeditionary Unie est déployée pour procéder à l'abordage. Ces unités spécialisées dans les opérations de visite, de contrôle et de saisie interviennent rapidement et prennent le contrôle total du bâtiment. L'opération est menée avec une efficacité remarquable, démontrant un haut niveau de coordination entre les moyens navals et les forces embarquées. Cet épisode revêt une importance particulière car il constitue la première action militaire concrète dans le cadre du blocus instauré quelques jours plus tôt. Il envoie un message clair, les États-Unis ne se contenteront pas de surveiller la situation, mais sont prêts à intervenir physiquement pour imposer leurs lignes rouges. La médiatisation de l'opération renforce encore cet effet, transformant une action tactique en signal stratégique adressé à la fois à l'Iran et au reste du monde. Sur le plan politique, cette intervention s'inscrit dans une logique de pression maximale. Elle est rapidement suivie de déclarations fermes de Donald Trump, qui insiste sur la détermination américaine à contrôler les flux maritimes et à inspecter les cargaisons suspectes. Ce discours vise à légitimer l'opération tout en préparant l'opinion publique à une possible intensification des actions. Ainsi, l'interception du MV Tuska ne constitue pas un incident isolé, mais le point de départ d'une nouvelle dynamique. Elle marque le passage d'un affrontement indirect à une confrontation assumée, où chaque action devient un précédent. En démontrant leur capacité à intercepter, neutraliser et saisir un navire en pleine mer, les États-Unis établissent un cadre opérationnel qui pourra être reproduit à plus grande échelle. Ce chapitre met donc en évidence une évolution majeure, la crise d'Ormuz n'est plus seulement une guerre de position ou de menace, mais une réalité militaire active. À partir de ce moment, chaque navire, chaque mouvement et chaque décision deviennent des éléments d'un échiquier où l'erreur de calcul pourrait entraîner une escalade beaucoup plus large. Après l'intervention initiale et la saisie du navire iranien, les États-Unis franchissent une nouvelle étape en mettant en place un dispositif militaire d'une ampleur exceptionnelle autour du détroit d'Ormuz. Il ne s'agit plus d'une opération ponctuelle, mais d'une architecture stratégique complète visant à contrôler durablement l'espace maritime, aérien et informationnel de la région. Ce déploiement s'inscrit dans une logique de domination multidomaine, où chaque capacité militaire vient renforcer les autres. Au cœur de ce dispositif se trouvent les destroyers de classe Harley-Burke-class Destroyer, véritables piliers de la puissance navale américaine. Ces bâtiments, dotés du système de combat Aegis, sont capables de détecter, suivre et neutraliser des menaces aériennes, navales et balistiques simultanément. Positionnés à des stratégiques, ils assurent à la fois la surveillance des routes maritimes et la protection des unités plus lourdes. Derrière cette première ligne se déploient les groupes aéronavals, dominés par des porte-avions comme l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln. Ces plateformes flottantes représentent une capacité de projection de puissance inégalée. Chacune embarque des dizaines d'appareils, notamment des chasseurs F-35C Lightning II et F/A-18 Super Hornet, capables d'assurer la supériorité aérienne et de mener des frappes de précision. Leur présence transforme la région en un espace sous contrôle aérien quasi permanent. En parallèle, les États-Unis mobilisent des forces spécialisées pour les opérations maritimes complexes. Les unités de la 31 Saint Marine Expeditionary Unie sont déployées à bord de navires amphibies comme l'USS Tripoli, prêtes à intervenir pour des missions d'abordage, de saisie ou de sécurisation. À cela s'ajoutent des commandos des forces spéciales, capables d'opérer discrètement depuis les airs ou la mer, notamment grâce à des hélicoptères MH-60 Hawk. Mais la véritable innovation de ce dispositif réside dans l'intégration massive des technologies de surveillance avancées. Des drones aériens et maritimes, appuyés par des systèmes d'intelligence artificielle, scrutent en continu chaque mouvement dans la zone. Ces outils permettent d'identifier les navires non seulement par leur signal électronique, mais aussi par des signatures plus complexes comme leur empreinte thermique ou acoustique. Ainsi, même un bâtiment tentant de masquer son identité peut être repéré et suivi. Les avions de patrouille maritime comme le P-8 Poséidon jouent également un rôle clé, en surveillant les activités sous-marines et en collectant des données en temps réel. À haute altitude, des drones de longue endurance assurent une couverture constante, tandis que des avions ravitailleurs maintiennent en vol l'ensemble de cette flotte aérienne. Ce maillage dense transforme le détroit et ses environs en un espace entièrement monitoré, où chaque déplacement est enregistré, analysé et potentiellement intercepté. Ce déploiement ne se limite pas à une démonstration de force, il vise à instaurer un contrôle systématique et durable. En combinant puissance de feu, mobilité et supériorité informationnelle, les États-Unis cherchent à rendre toute tentative de contournement quasiment impossible. Le détroit d'Ormuz devient ainsi un espace sous surveillance permanente, où la moindre anomalie peut déclencher une réaction immédiate. En définitive, ce troisième chapitre illustre une transformation profonde du théâtre d'opération.
Ce n'est plus seulement une zone de transit stratégique, mais un environnement militarisé à haute intensité technologique. La présence américaine y est désormais structurée, persistante et globale, réduisant considérablement la marge de manœuvre de l'Iran tout en augmentant le risque d'incidents majeurs. Derrière le déploiement massif observé autour du détroit d'Ormuz se dessine une stratégie américaine bien plus large qu'une simple réponse militaire à une crise ponctuelle. Washington ne cherche pas uniquement à sécuriser la navigation, mais à redéfinir l'équilibre de puissance régionale en exerçant une pression multidimensionnelle sur Téhéran. Cette approche repose sur une combinaison d'outils militaires, économiques et politiques, articulés autour d'un objectif central, contraindre l'Iran à modifier en profondeur son comportement stratégique. L'un des piliers majeurs de cette stratégie est l'asphyxie économique. L'économie iranienne dépend très largement de ses exportations énergétiques, dont une grande partie transite par le détroit. En contrôlant ce point de passage, les États-Unis disposent d'un levier direct pour réduire drastiquement les revenus pétroliers de l'Iran. Cette pression s'inscrit dans la continuité des sanctions imposées par le département du Trésor des États-Unis, mais elle en constitue une version beaucoup plus coercitive, car appliquée physiquement sur le terrain maritime. Au-delà du pétrole, Washington vise également les réseaux d'influence régionaux de Téhéran. Depuis plusieurs années, l'Iran s'appuie sur des alliés et groupes partenaires pour projeter sa puissance au Moyen-Orient. En renforçant les contrôles en mer, les États-Unis cherchent à interrompre les flux logistiques, notamment les transferts d'armes et d'équipements, qui alimentent ces réseaux. Cette dimension transforme l'opération en une tentative de démantèlement progressif de l'influence iranienne au-delà de ses frontières. Parallèlement, la stratégie américaine comporte un volet diplomatique implicite. En augmentant la pression militaire et économique, Washington cherche à forcer l'Iran à revenir à la table des négociations dans une position de faiblesse. Les tensions autour du programme nucléaire iranien restent un élément central de cette équation. L'objectif n'est pas nécessairement une confrontation directe prolongée, mais plutôt l'obtention de concessions significatives à travers un rapport de force défavorable à Téhéran. Dans ce contexte, les déclarations de Donald Trump jouent un rôle important dans la communication stratégique. En adoptant un ton ferme et parfois provocateur, elle vise à renforcer la crédibilité de la menace américaine tout en envoyant un signal clair aux alliés et adversaires. Cette communication publique s'inscrit dans une logique de dissuasion, mais aussi de préparation psychologique à une éventuelle escalade. Un autre aspect clé de cette stratégie réside dans son extension géographique. Le contrôle ne se limite plus au seul détroit d'Ormuz, mais s'étend aux routes maritimes internationales empruntées par les navires iraniens. Cela signifie qu'un tanker ayant échappé à la surveillance dans le Golfe peut être intercepté plus loin, dans l'océan Indien ou au-delà. Cette dimension globale réduit considérablement les options de contournement pour l'Iran et renforce l'évité du dispositif américain. Enfin, cette stratégie repose sur une maîtrise fine du seuil d'escalade. Les États-Unis cherchent à maintenir une pression maximale sans déclencher une guerre ouverte. Cela implique des actions calibrées, comme les saisies de navires ou les démonstrations de force, qui envoient des signaux forts tout en restant en dessous du seuil d'un conflit généralisé. Cet équilibre est toutefois fragile, car la multiplication des incidents augmente mécaniquement le risque d'erreur de calcul. En somme, ce quatrième chapitre met en lumière une stratégie globale cohérente, où chaque composante militaire, économique, technologique et diplomatique contribue à un objectif commun, contraindre l'Iran à céder sans recourir à une guerre totale. Toutefois, plus cette pression s'intensifie, plus le système devient instable, laissant planer la possibilité d'une escalade incontrôlée. Malgré la supériorité technologique et organisationnelle des États-Unis, la situation autour du détroit d'Ormuz reste extrêmement volatile. Ce théâtre d'opération, étroit et saturé, concentre des risques militaires parmi les plus élevés au monde. L'Iran, conscient de son désavantage face à une puissance conventionnelle supérieure, s'appuie sur une doctrine asymétrique conçue précisément pour exploiter ce type d'environnement contraint. L'un des dangers les plus immédiats est celui des mines navales. L'Iran disposerait d'un stock important de mines capables de détecter les signatures magnétiques ou acoustiques des navires. Dans un passage aussi étroit que le détroit d'Ormuz, la pose, voire la simple suspicion de mines peut suffire à perturber gravement le trafic maritime. Même les marines les plus avancées doivent ralentir leurs opérations pour sécuriser les voies, ce qui crée des fenêtres de vulnérabilité exploitables. Un autre facteur de risque majeur repose sur les tactiques de saturation menées par les vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique. Ces embarcations légères, rapides et difficilement détectables, peuvent attaquer en essaim depuis plusieurs directions. Leur objectif n'est pas nécessairement de détruire un navire de guerre, mais de submerger ces systèmes et de créer une confusion tactique.
Dans un environnement dense, quelques secondes d'hésitation peuvent suffire à provoquer un incident grave. À cela s'ajoute la menace sous-marine. Les sous-marins de poche iraniens, discrets et adaptés aux eaux peu profondes, peuvent mener des attaques surprises ou poser des mines. Leur détection est particulièrement complexe dans un environnement où les signaux acoustiques sont perturbés par la géographie et le trafic intense. Cette dimension invisible du conflit accroît considérablement l'incertitude opérationnelle. Les systèmes de missiles côtiers constituent une autre couche de danger. Dissimulés le long du littoral, ils peuvent être activés rapidement puis déplacés pour éviter toute riposte. Cette stratégie dite de « tir et déplacement » rend leur neutralisation difficile, même pour des forces aériennes avancées. En parallèle, l'utilisation croissante de drones armés à bas coût introduit un déséquilibre économique. Intercepter ces engins peut coûter beaucoup plus cher que leur production, créant une pression continue sur les systèmes de défense. Face à cet ensemble de menaces, les États-Unis ont mis en place une architecture défensive complexe, surveillance permanente, systèmes anti-mines, couverture aérienne étendue et coordination interarmée. Cependant, aucune défense n'est infaillible, surtout dans un environnement aussi saturé. Le principal risque n'est pas nécessairement une attaque massive planifiée, mais un incident mal interprété, un tir isolé, une erreur d'identification, ou une réaction disproportionnée pouvant déclencher une escalade rapide. Sur le plan économique, les conséquences potentielles sont tout aussi importantes. Une perturbation prolongée du trafic dans le détroit pourrait affecter l'approvisionnement énergétique mondial, entraînant une hausse des prix et une instabilité des marchés. Pour l'Iran, dont une grande partie de l'économie dépend des exportations maritimes, la pression exercée par le blocus pourrait provoquer une crise interne profonde. Enfin, une dimension diplomatique subsiste malgré la tension. Des tentatives de médiation, notamment via des acteurs régionaux, pourraient offrir une porte de sortie. Toutefois, plus la confrontation s'intensifie, plus les marges de négociation se réduisent. Chaque action militaire renforce les positions et complique les compromis. En conclusion, ce dernier chapitre met en évidence un paradoxe central: plus les moyens déployés sont puissants, plus le risque d'un dérapage incontrôlé augmente. Le détroit d'Ormuz devient ainsi non seulement un point stratégique, mais aussi un point de rupture potentiel pour l'équilibre régional et mondial.